Je veux déjà vous remercier d'avoir répondu présent à notre invitation, messieurs les journalistes. Il n'y a pas de femmes chez les journalistes. Hein. Pour la section féminine, il faudrait y penser. On va remercier nos partenaires également, parce que c'est vrai que malgré la conjoncture, ils ont continué à nous faire confiance, tous. Donc c'est important pour nous, pour le soutenir. Puis pour le budget, c'est aussi également quelque chose quand même qui est un petit plus. La section féminine continue à très bien se porter, avec ses 120 licenciés, sur ces 7 catégories différentes. Naturellement, ce qui intéresse et ce qui vous intéresse beaucoup, c'est la D2. Mais sachez quand même que nos équipes de jeunes fonctionnent très très bien. Nos U19 ont fait un très très beau parcours. Dommage, on n'a pas pu aller plus loin. Vous savez comme moi que la saison s'est achevée un petit peu en queue de... Hein, bon, bref. Donc tout ça, ça n'a pas permis d'aller plus loin et de voir vraiment quel était notre réservoir derrière en U19. Parce qu'il y avait des belles choses quand même qui étaient mises au jour. Et on aurait bien voulu en savoir un petit peu plus si la compétition avait continué. Donc là, aujourd'hui, tout va redémarrer dans ce sens-là. Et puis, la section féminine, la D2, il y a eu quelques mouvements à l'intersaison. Des filles qui ont souhaité nous lâcher, d'autres qu'on n'a pas souhaité garder. Et puis, naturellement, des recrues, dont 2 sont présentes. On vous présentera en fin de présentation. Sinon... on a également bougé un petit peu le staff. On a accueilli Mathieu, qui va prendre les rênes de la section au niveau technique. On a pris un adjoint également à Mathieu, Olivier Benoît, qui sera présenté tu présenteras le staff après. Et puis autrement, le staff continue avec le préparateur physique, Julien, qui reste avec nous. Thomas également avec nous. Derrière, il y a Quentin au niveau kiné, ça ne bouge pas. Le staff ne bouge pas, donc on a de bons espoirs de pouvoir... continuer à réaliser notre objectif tant attendu de monter en D1. Donc on est armé pour. Hein. On a une équipe qui a fait, je dirais pas une bonne saison, parce que la saison dernière s'est achevée un petit peu malgré nous. Mais tout ce qu'on a pu voir aux entraînements, l'assiduité, le professionnalisme que dégageait la section, l'équipe tout du moins, fait qu'aujourd'hui on est en mesure de croire à une bonne partie, une bonne saison. On s'est renforcé donc avec quelques jeunes filles qui sont présentes ici et qui doivent nous apporter le plus attendu. Donc par rapport à ça, moi je suis confiant. On est confiant. On va jouer à Sopin, c'est un plus. On va découvrir Sopin, enfin les filles vont découvrir Sopin. On va pouvoir accueillir un peu de spectateurs. C'est quand même intéressant également pour la dynamique. Donc toutes ces choses-là font qu'on se prépare à la Ligue 1. Mathieu, tu veux en dire? Oui. Simplement, Jackie vous a évoqué la stabilité Voilà. Jackie vous a évoqué la stabilité de l'effectif et de l'encadrement de l'équipe 1, je dirais, de la D2, mais il faut aussi parler de la stabilité des U19 et puis de la R1. On garde les mêmes entraîneurs, la même préparation, avec évidemment le même objectif que pour la D2, c'est-à-dire jouer les premiers rôles et la première place. Parce que c'est l'image du FC Nantes qui va se répercuter sur la R1 en Ligue et puis sur les U19 au niveau national avec une première phase et une deuxième phase. Ça, c'est un petit point que je voulais préciser. Et je voulais surtout évoquer aussi le problème des arbitres. Vous savez qu'en Ligue 1, on a une obligation dans le statut de l'arbitrage d'avoir 10 arbitres, dont un arbitre féminin ou une arbitre féminine, vous mettrez comme vous voulez. Et actuellement, on est sans arbitre féminin. Donc, on a été sanctionné la saison dernière d'une amende financière qui est de 600 € par arbitre manquant, donc 600 €. Mais par bonheur, cette année, on a eu des candidats et des candidates. Donc, au niveau des candidats, on en a une dizaine de candidats, on va en retenir 5 ou 6, et on a une candidate qui va faire la formation au mois de septembre-octobre. Donc, nous serons en conformité avec le statut de l'arbitrage, ce qui va nous éviter et des amendes financières, et dans le futur, des amendes sportives qui sont, vous savez, avec suppression de 2 mutés la première année d'infraction, 4 mutés, 6 mutés, et après, interdit de monter. On a déjà été pénalisé une année, de R2 à R1, parce qu'il nous manquait un arbitre, ou un arbitre n'avait pas fait son quota de match, et on n'était pas monté de R2 en R1, on avait fait une année supplémentaire en R2. Donc cette année, on va être au pair, et on n'aura pas de problème, je dirais, ni financier, ni sportif. Alors, en parlant des arbitres, il y a quand même un paradoxe qui m'étonne toujours, c'est qu'il y a obligation d'arbitre féminin pour la Ligue 1, la Ligue 2
et la D1 féminine. Mais il n'y a pas obligation d'arbitre féminin pour la D2 féminine, ce que je trouve quand même assez paradoxal et assez injuste, parce que quand on est en D2 féminine, on doit au moins, dans son quota d'arbitre, avoir une obligation d'un arbitre féminin. Bon, ça c'est une analyse personnelle, mais je trouve que ce n'est pas très logique. Ce qui ne veut pas dire que certains clubs en statut amateur n'ont pas d'arbitre féminin, bien évidemment. Autre point, je pense que Mathieu va l'évoquer, mais je voulais surtout parler de l'organisation du match qu'on va faire, le premier match d'entraînement amical à Saint-Brévin samedi. Il faut bien noter que les entrées seront gratuites, mais il y aura obligation de respect du protocole, c'est-à-dire passe sanitaire ou test PCR ou génique. Et puis il y aura évidemment respect des gestes barrières. Donc si vous faites une annonce sur ce match samedi, je l'espère que vous ferez l'annonce, samedi à 15h, bien spécifié, entrée gratuite, mais respect du protocole sanitaire. Hein, donc ça, c'est important. Voilà ce que je voulais vous dire en quelques mots, pour l'instant. Merci Michel. Et avant de passer la parole à Mathieu, là, je voudrais quand même remercier la mairie de la Chapelle et son maire. La mairie de la Chapelle qui nous accueille sur ses installations, parce que, bon, comme vous savez, on est toujours un petit peu à l'étroit ici à la Genelière. Et là, ça nous a vraiment bonifié notre fonctionnement et notre façon de travailler, le fait d'utiliser ces installations. Donc merci encore au maire de la Chapelle pour ces dispositions. Mathieu, je vais te passer la parole, si tu veux bien. Oui, donc bonjour à tous. Donc l'idée, juste avant de commencer et répondre à vos éventuelles questions, présenter le staff dans sa globalité. Dans la continuité de la saison dernière, c'est vrai qu'il y a des rôles qui ont été changés suite au départ de Tanguy. Au niveau de la préparation athlétique, donc ça ne change pas. Il y a toujours Julien Lehéran et Thomas Delaunay. Une nouvelle personne rejoint le staff, Olivier Boineau, qui nous arrive de Saint-Sébastien-sur-Loire, donc dans le rôle d'entraîneur adjoint. Et donc le staff médical n'évolue pas avec les gens qui étaient en place la saison passée. Et moi-même qui prend les rênes donc, de l'équipe des deux féminines. Donc voilà pour la présentation du staff. Est-ce que vous voulez que... Alors juste vous présenter deux des recrues de cette année. On a 3 recrues cette année. Donc je vous présente Pilar Coury qui nous arrive de Saint-Étienne, qui est une joueuse à vocation offensive. Et Claire Lelarge qui nous arrive de Saint-Malo, milieu de terrain, qui était la capitaine du club de Saint-Malo en D2F. La troisième recrue, Océane Riggenbach, qui est une joueuse, elle aussi, à vocation offensive, qui nous arrive de Brest et qui, malheureusement, n'est pas là aujourd'hui. Elle arrive dans le groupe lundi, de façon à intégrer le groupe pour le stage qui était prévu pour le Haillan, stage où on part mercredi matin en stage pendant 4 jours. Donc voilà pour la présentation des nouvelles joueuses pour cette nouvelle année. Et Olivier, si tu veux venir... non ? Viens là, Olivier. Viens là pour la photo. Voilà. Donc voilà pour la présentation des nouvelles joueuses et de Olivier. Je n'ai pas grand-chose à rajouter. Si vous avez des questions, je veux bien y répondre. Et puis ça va être le jeu de questions-réponses. Et puis après, on enchaîne. Donc ce que je vous propose, c'est effectivement de laisser place aux questions-réponses. Et puis après, on continuera, si vous le voulez bien, par les photos. Du groupe, tu veux dire, pour le match ? Non, mais une composition de l'effectif et des matchs amicaux. Oui, si vous me le demandez, il n'y a pas de souci. Je vous envoie les... On a le programme des matchs amicaux. On a 4 matchs amicaux qui sont programmés. Donc samedi à Saint-Brévin contre l'En-Avant Guingamp à 15h. Ensuite, la semaine prochaine, donc on part en stage au Haillan. On aura deux matchs de programmés le mercredi soir à 19h contre Montauban et le samedi après-midi contre le FC Arlac Mérignac.
Et on terminera notre préparation fin août, donc avec un déplacement à la Chapelle des Marais contre Brest, le dimanche 29 à 16h. Voilà, de façon à bien préparer la première rencontre de championnat qui va arriver assez rapidement, avec la réception de Lens à Sopin le 5 septembre. Voilà. Après, si vous voulez les joueuses du groupe, je vous les enverrai. La compo d'équipe, vous ne l'aurez pas. Mais, Non, mais déjà, voir si tu veux déjà trouver des effectifs pour la saison. Question soit au président, soit au coach, pour revenir justement sur le remplacement de Tanguy Fetchibo. Est-ce qu'on peut revenir un peu sur les raisons de ce départ, de ce changement pour, Oui, non mais... le micro, s'il vous plaît. Tanguy a souhaité arrêter sa collaboration. Il nous a prévenu le 6 juin, Michel et moi, lors d'une réunion. Donc on a été pris de court un petit peu déjà au départ. Et il se trouve que Tanguy, son nouvel emploi du temps, sa nouvelle activité au niveau du STAPS, ne lui permettait pas de continuer son activité au sein du FC Nantes. Donc c'est lui qui nous a demandé de le libérer. Donc on a accusé le coup, parce que c'était quand même, il a fait du très très bon travail pendant 4 ans. Et puis moi je comptais bien qu'il nous emmène jusqu'en D1. Ça se passait bien, il travaillait bien, il y avait de bons résultats, il y avait une bonne entente, une bonne dynamique et tout. Donc déception, mais bon, on a essayé de rebondir du mieux que possible, et sans bousculer le tout. On s'est trouvé avec Mathieu qui était prêt à prendre les rênes, qui à mon avis a la compétence pour gérer la D2 et voir la D1. Donc partant de là, Mathieu nous donnant son aval, on a décidé de partir avec lui et de recruter un adjoint en la personne d'Olivier. Voilà, mais moi je regrette, mais bon, c'est la décision de Tanguy, on ne pouvait pas aller contre, mais on a été vraiment pris de court, quoi. Voilà, les décisions. Le coach, du coup, Mathieu, comment vous abordez-vous cette saison? Vous avez une connaissance déjà de l'effectif? Ouais, plutôt sereinement. Nous, on va rien révolutionner avec le staff, hein. On va être dans la continuité de la saison passée. J'étais donc l'adjoint de Tanguy. On a travaillé ensemble jusqu'au 10 juin, là, même malgré l'arrêt de la compétition. Nous, on n'a pas cessé de s'entraîner. Donc, jusqu'au 10 juin, on était sur le pont. En termes de principe de jeu, on a continué de travailler même sans compétition, et comme s'il y avait compétition. Donc, la cadence, comme énoncé en préambule par Jackie, nous, on a été assidus et sérieux et professionnels jusqu'au bout du bout, de façon à anticiper de la plus belle des façons cette nouvelle saison. Donc voilà, le passage de témoin s'est fait sereinement, et la préparation, là, le début de la préparation se passe plutôt bien. Et comment vous avez accueilli la nouvelle, justement, vous, quand vous avez su que vous alliez être propulsé numéro 1? Alors ça s'est fait plutôt rapidement. Donc c'est vrai qu'il y a eu une réflexion au départ. Lorsque Tanguy nous a annoncé qu'il ne pouvait pas allier sa vie professionnelle et puis ses fonctions avec la D2, il y a eu différentes pistes d'envisager, hein. Je vais être transparent avec vous. Il y a eu la piste interne dans un premier temps, et puis éventuellement une piste externe. Donc il y a eu des contacts, il y a eu une prise de position, etc. Et puis à un moment donné, il fallait trancher. Voilà, donc en discutant avec les dirigeants et le coordinateur sportif, voilà, les éléments étaient réunis pour que la succession se fasse en interne. Donc j'ai accepté le challenge avec juste le fait que dans ma mission, je souhaitais garder le contact avec les gardiennes et continuer à entraîner les gardiennes, parce qu'il y avait eu un travail de réaliser la saison passée qui était plutôt positif. Donc du coup, je voulais pérenniser ça. Après, effectivement, là, c'est une autre casquette. Maintenant, voilà, le rôle évolue, mais je suis encadré par un staff ultra compétent, et donc par rapport à ça, je vous dis, début de saison, je l'aborde plutôt sereinement. Pas de souci là-dessus. Pour vous, à titre personnel, ça représente quoi dans votre carrière? Est-ce que c'est votre premier poste de numéro 1? Non, alors moi, vous savez, je vais vous répondre très franchement. Je ne suis pas dans la gloriole personnelle. Voilà, c'est une opportunité. Le football est fait d'opportunités. Moi, j'oublie pas d'où je viens. J'ai fait mes classes dans le monde amateur. J'ai entraîné depuis l'âge de 15 ans. J'entraîne. Je suis passé par les différentes catégories et crescendo jusqu'à m'occuper de seniors il y a à peu près 20 ans. Voilà, je suis allé progressif. Donc, sincèrement, voilà, c'est dans la continuité. Je prends ce qu'il y a à prendre. Maintenant,
pour avoir été aussi très, très transparent avec les dirigeants et puis les coordinateurs sportifs, je vais travailler très dur avec mon staff pour atteindre les objectifs définis par les dirigeants et le président. Et ça, il n'y a aucun problème. On est déjà concentré sur notre challenge. Voilà, mais voilà, on y va crescendo. Et moi, personnellement, j'ai pas de... Voilà, je suis fier et honoré qu'on me fasse confiance. Mais à partir de là, je ne vais pas en faire voilà, une montagne, quoi. Juste une question pour essayer de monter. C'est tellement bien fait la D2 qu'en dessous, il y a juste Rodez et au-dessus Lille, Lens, Metz, Orléans et Nantes. Ça va être une saison compliquée avec une finale tous les week-ends. Comment vous préparez le groupe à ça? Bah, le groupe, il est averti. On a fait un premier stage à Houlgat où on a défini le projet de bien faire les choses ensemble. Les joueuses ont défini un objectif, c'est elles qui ont créé le projet de vie et ont défini les objectifs, donc qu'ils soient individuels ou collectifs. Donc voilà, les matchs, on va les aborder comme des matchs à gagner. Chaque match, on va les jouer pour les gagner, ça c'est évident. On est des compétiteurs, les joueuses sont des compétitrices. Donc effectivement, on va prendre les matchs avec beaucoup de sérieux, beaucoup de rigueur, beaucoup de respect aussi pour les adversaires. Il y a une grosse qualité, on est dans un groupe très difficile où il y a certains clubs qui ont déjà affiché leurs ambitions. Autant Nantes a affiché les siennes, mais un club comme Lille, Metz, Le Havre, Orléans, Saint-Malo sont des équipes et des clubs qui sont habitués à jouer le haut de tableau en D2 avec des recrutements de qualité, fonds de jeu, etc. Donc tous les matchs seront compliqués, vous l'avez dit, tous les matchs vont être compliqués. Et c'est à nous justement à chaque fois, de se remettre en question, d'être dans le travail, dans l'application des principes de jeu. Ça, j'y tiens. Et puis garder cette valeur qui est essentielle si on veut réussir, c'est l'humilité. L'humilité de se remettre en question parce que c'est pas parce qu'on a gagné un match, 2 matchs, 3 matchs qu'il va falloir s'enflammer et se prendre pour d'autres. Voilà, donc se remettre en question, je pense que c'est une des valeurs qui est essentielle si on veut performer et jouer les premiers rôles dans ce championnat qui, effectivement, sera très, très, très relevé. Et j'ai une question aussi sur le développement du foot féminin. Ouais. On a vu beaucoup de joueuses se plaindre du fait qu'il y a peu d'équipes en D1. Est-ce que vous pensez que ça peut être une opportunité aussi de voir des groupes, justement, une D2 qui commence à devenir plutôt sérieuse pour essayer de faire monter plus d'équipes en D1 et justement essayer de développer encore plus le foot féminin? Mais dans le championnat D2, dans les 2 groupes de D2, il y a des équipes de réelle qualité. Il y a des joueuses, sincèrement, qui ont un niveau pour jouer en D1. Voilà, c'est un passage, en plus, je dirais, idéal pour les jeunes joueuses qui sont en post-formation pour justement s'aguerrir et après perdurer dans le niveau D1. Donc le niveau D2, ce n'est pas un niveau négligeable. Et si on veut avoir une grosse D1 et que le football féminin soit reconnu, effectivement, il faut prendre en considération le niveau D2. Il n'y a qu'une équipe qui monte par groupe. Donc nous, on est dans un groupe de 12, donc il n'y aura qu'une équipe qui montera sur les 12. Actuellement, je crois qu'il est demandé par le groupe qui s'occupe des féminines que la D1 passe à 12 clubs au lieu de 10. Ce qui pourrait permettre éventuellement de 2 montées par groupe. Ce qui serait quand même... parce qu'une montée par groupe, ça veut dire qu'il faut perdre peu de matchs. Il ne faut même pas en perdre du tout. Ils sont à 12 déjà. Ils sont à 12. Ils passent à 14, je crois. C'est pour passer à 14. Là, c'est pour passer à 14. Il faut qu'il y ait 12 également. Donc c'est ça qui est important. Et je crois que ça va aboutir, cette possibilité de la D1 à 14 clubs. Ce qui permettrait de faire des montées un peu plus importantes. Mathieu, comment vous avez constitué votre groupe et quelles sont les évolutions par rapport à la saison passée en termes d'effectifs? Alors l'effectif, il a été construit aussi en collaboration avec Tanguy, forcément, parce qu'on y a réfléchi collectivement. Au regard des principes de jeu et des caractéristiques de nos joueuses, on avait ciblé certaines joueuses, voilà, et c'était bien ciblé. Donc les joueuses qui nous rejoignent, c'est pas un hasard. C'est-à-dire que Claire, Pilar et Océane, c'était des joueuses qu'on voulait absolument. Voilà, c'était nos priorités. Après, on est aussi sur un registre là pour justement étoffer le groupe et faire en sorte que ce groupe soit performant. On voulait davantage de qualité dans les séances d'entraînement, de façon à ce que les séances d'entraînement soient vraiment révélatrices du niveau des 2
Et donc l'intégration de jeunes joueuses, on a 4-5 jeunes joueuses qui viennent de notre formation U19, parce qu'il faut aussi souligner ça, c'est-à-dire qu'on a de la qualité, on a de la qualité autant au niveau de l'équipe des 2F, mais au niveau de la formation, on fait du très bon travail et on a des éducateurs qui sont performants. On a un vivier de jeunes sur lequel il faut s'appuyer. Le FC Nantes, il est réputé pour être un club formateur, que ce soit pour les garçons, et maintenant il faut qu'il le soit pour les filles aussi. Donc plutôt que d'aller chercher des joueuses voilà, très loin, etc., et qui coûteraient hyper cher, parce que je vous cache pas que le football féminin, là aussi, hein, ça commence. Hein, les dérives du foot masculin arrivent dans le foot féminin. Donc on s'appuie sur la formation. Comme ça, on est conscient de l'état d'esprit de nos joueuses. Et un fil rouge pour nous, pour cette année, c'était de l'état d'esprit, justement, et que ce groupe soit sain et soit dans la continuité de la saison dernière. On ne voulait pas, avec les dirigeants et le staff, recruter de joueuses qui ne soient pas dans le moule, voilà, et dans le cadre. J'y tiens parce que si un groupe doit performer et aller au bout dans un championnat, c'est autant il faut les qualités footballistiques, mais il faut aussi les qualités humaines. Et voilà, vivre ensemble, vous avez un groupe de 25 joueuses, vivre ensemble jusqu'au 22 mai, c'est long, c'est très très long. Donc voilà, en termes de valeur humaine, c'était une priorité. On est sur 3 recrues et combien de départs? Alors, 3 recrues, et puis il y a des joueuses qui ont soit arrêté, soit qui sont parties, ou soit malheureusement on s'est séparés. Donc Mélanie Goutard est partie à La Roche, Amandine Bécher est partie à Fleury, Claire Micheneau, pour des raisons aussi professionnelles, parce qu'elle est professeure de PS et a été mutée en région parisienne, donc elle a intégré le club de Saint-Maur. Donc de jeunes joueuses aussi qui étaient dans le groupe, je pense à Elia Doué, Oriane Bossard, etc., qui n'ont pas été reconduites dans le groupe. Le seul départ qu'on déplore, parce que ça s'est fait à la dernière minute, et voilà, et on ne pouvait pas rivaliser en termes de moyens. Quand je vous parlais de moyens, il y a des clubs qui ont beaucoup de moyens. C'est Fanny O'Haraud qui est partie au Havre. Voilà. Sinon, les joueuses qui sont là, c'est des joueuses qui sont voulues, vraiment. Malgré le départ de Fanny et Claire, vous n'avez pas fait de recrutement défensivement? Alors, c'est un choix. C'est un choix. Si, il y a eu beaucoup d'agents qui appellent. Voilà, mon téléphone, il sonne énormément par rapport à ça. Effectivement, il y a des propositions, on y a réfléchi, mais je privilégie voilà, l'état d'esprit du groupe, miser maintenant sur le recrutement, si vraiment on peut faire les choses, et qu'on tombe sur le profil idéal, avec une joueuse qui a l'état d'esprit, qui est dans le moule nantais, et vraiment qui corresponde à nos valeurs. Pourquoi pas, on va y réfléchir. Et je dis pourquoi pas, on va y réfléchir. Mais en aucun cas, je ferai la démarche d'aller chercher maintenant. Parce qu'il y a des joueuses qui sont installées, qui sont en totale confiance. Le groupe fonctionne bien et j'ai pas envie de casser ça. La priorité, c'est le groupe. Anaïs Messager, mais Anaïs Messager est dans le groupe, était dans le groupe en fin de saison dernière, même si on a arrêté les compétitions, puis il n'y a pas eu compétition, mais Anaïs était déjà dans le groupe. Voilà. Effectivement. Retour de Marine également. Marine Pervier. Non, c'est une très bonne recrue aussi. Marine qui reste responsable de l'école de foot. Oui, la préformation de l'école de foot. Oui. Ça fait depuis combien de temps que le club est en D2? C'est la 3e année. C'est la 3e année. 3e année. C'est la complète, ça, c'est la Une première année. Non, c'est la 3e. Là. C'est la 3e qu'on commence. On commence la 3e. Avec le Covid, quoi. Donc, En fait, il y a eu on va dire 2 saisons 2,5. avortées, quoi. Ouais, c'est ça. Ah oui. Donc l'objectif, c'est la montée à tout prix. Vous l'avez entendu? C'est Mais- la montée, le Valdemarquita veut aller vers la D1, nous aussi, donc on s'est donné les moyens de structurer le staff, de structurer Je suis l'équipe. vraiment désolé, mais il n'y a pas le micro, donc je ne peux pas. Ah zut. Écoute. Oui, Valdemarquita, il tient beaucoup à la D1, et nous aussi. Et partant de là, on s'est donné les moyens au niveau du staff, au niveau de l'équipe, au niveau des recrues, et au niveau du budget également. On a un budget conséquent, on ne fait pas de folie, mais on a un budget qui nous permet de travailler dans de très très bonnes conditions. Donc, et de mettre les filles et le staff dans de très bonnes conditions pour accéder à notre objectif. Donc partant de là,
on croise les doigts et on va essayer de faire le maximum. Et en termes chiffrés, il est combien le budget? Il est conséquent. C'est pas un chiffre, ça? Mais ça, c'est qu'il est conséquent. Parce que moi, je ne connais pas du tout les budgets en équipe féminine. C'est quoi? C'est 1 million d'euros, 5 millions d'euros? Ouais, nous c'est 1 million. 1 million? Ouais, D'accord. 1 million d'euros. Mais bon, il y a un fossé après entre le budget de D2 et le budget de D1. Le budget de D1, c'est multiplié par 3 et 4, hein, En moyenne, quoi. en moyenne. Ouais. En moyenne. Et par rapport aux autres équipes du championnat de D2, 1 million, ça représente quoi? C'est bien, oui. C'est pas le plus gros non plus? Non. Non, c'est pas le plus gros. Non, c'est pas le plus gros. Il y a un président au Havre, un Américain, là, qui a tendance à mettre beaucoup d'argent. Je ne sais pas si ça le mènera au bout, mais l'argent ne fait pas tout. Hein. Ça permet de consolider les choses, de faire avancer, de travailler dans de bonnes conditions. Mais bon, contrairement au PSG, c'est pas, on n'est pas là. C'est combien de contrats fédéraux cette année? Le maximum, les 12. C'est l'équipe à battre, du coup, le Havre, cette saison? Non, toutes les On va découvrir, mais bon, le Havre a des prétentions, oui, c'est vrai. Oui. Non, il y a des grosses équipes. Il y a, Lille avait affiché ses ambitions et les affiche encore. Metz, c'est Oui, non. Metz, Orléans, Saint-Malo. C'est la seule défaite Le Havre. derrière Orléans. Voilà. Oui. c'est ça. Oui. Mais sur 5 matchs. hein. Oui, c'est ça, non, mais il y a 4 Ça. victoires. Il y avait 5 victoires et une 5 défaite. victoires et une défaite. Et donc pour le coach, comment on vit avec cette épée de Damoclès sur ta volonté Alors, moi, je suis pas d'épée de Damoclès. Hein. Non, Je- on je lui a je- pas mis l'épée de Damoclès, rien du tout. Je l'assume plutôt bien. L'objectif, il est commun. Il oui. est pour nous, pour le staff, pour les joueuses. C'est un objectif commun. Donc, on va tous retrousser les manches pour essayer d'y arriver. Mais personne n'est visé du doigt si on n'y arrivait pas. Et c'est un contrat d'1 an que vous avez signé ou 2 ans? Moi, je suis là tant que les résultats sont bons. Voilà. À partir du moment où vous connaissez aussi bien que moi le football, donc C'est comme tous les coachs. c'est comme tous les coachs. Et moi, je suis un coach, donc comme tous les coachs. Donc, si il y a 3 victoires sur les 3 premiers matchs, on va dire il est plutôt pas mal. Et s'il y a 3 défaites, on va dire il est peut-être moyen. Donc voilà. Donc non, on n'a pas de souci là-dessus. Il n'y a pas des contrats minimum à... Non, mais tout dépend du statut et du diplôme de l'éducateur. Je suis en contrat ici avec le club. Contrat Voilà, de confiance. Voilà, contrat de confiance. Comme chez Darty. C'est ça. Voilà, exactement. C'est ça. Ouais. Mais nous, on les voit, Michel et moi, on les voit régulièrement à l'entraînement. Ils travaillent bien, il n'y a pas de raison qu'on n'arrive pas à faire des choses intéressantes. À Léon ou je ne sais pas, mais faire des choses intéressantes sûrement. Sur ce que j'ai vu sur la fin de saison, sans compétition, j'ai vraiment été ébloui parce que les filles travaillent très très sérieusement. Professionnellement, c'est très très bien. Donc si on continue comme ça, il n'y a pas de raison qu'on n'ait pas de résultats. Et le match contre Guingamp, t'attends quoi justement Le match contre Guingamp, c'est une reprise de marque. Hein. On est bien d'accord. Nous, on va proposer 2 équipes homogènes où tout l'effectif sera sur le pont. Donc, on ne va pas tirer de conclusion après le match de Guingamp. L'idée, c'est double objectif sur ce match de Guingamp, c'est déjà travailler les principes défensifs sur lesquels on s'est appuyé là depuis 10 jours. Et puis le deuxième objectif, c'est être dans la quantité de la semaine, c'est-à-dire que c'est un travail athlétique. Donc je le prends comme ça, il sera présenté comme ça aux joueuses. Maintenant, c'est un match. Donc c'est un match. Donc et c'est pas un match amical et c'est pas un match de compétition, c'est un match de préparation. Donc voilà, il faut le faire sérieusement. L'idée, c'est de bien se préparer, de bien aborder justement et bien avoir ancré nos principes de jeu défensif, au moins dans un premier temps, pour pouvoir après continuer sur la programmation des principes de jeu et puis faire en sorte que pour le 5 septembre, on soit réglé. Voilà. J'ai une question sur Leïla Penaud, qui s'est blessée sur le dernier entraînement. Oui. Comment elle va et quand est-ce que vous pensez qu'elle va reprendre? Est-ce que ça peut revenir cette saison ou ça va être compliqué pour elle? Leïla elle va plutôt bien. Elle a été opérée des ligaments croisés. Elle est en rééducation. Elle travaille très dur. Et là, actuellement, elle travaille avec Quentin pendant qu'on est en train de parler là. Donc, je sais qu'elle nous regarde. Non, Leïla, c'est une travailleuse. C'est une joueuse qui est très courageuse et qui se donne les moyens de revenir le plus rapidement possible. Vous la connaissez aussi bien que moi. C'est une compétitrice. Elle a l'ADN jaune et vert en elle, donc je ne me fais pas de soucis là-dessus. Elle est très bien encadrée médicalement avec
avec Quentin, avec la doc et puis nos préparateurs athlétiques. Donc on fait les choses étape par étape. On va pas griller justement les étapes de façon à ce qu'elles reviennent plus vite et puis et on serait en porte-à-faux. Non, on lui laisse le temps. C'est elle qui se fixe des objectifs et on compte bien sur elle pour une deuxième partie de saison. Ça sera une sacrée recrue pour notre deuxième partie de saison. C'est sûr. Ça ferait du numéro 6. Ou pas. Après, en fonction des principes de jeu, Leïla a les qualités pour jouer soit au milieu de terrain dans l'axe, soit légèrement avancée. Leïla est une très bonne joueuse de foot. Donc, et comme toutes les très bonnes joueuses de foot, elle est capable de s'adapter. Et une dernière question pour le président, ça change quoi concrètement de jouer à Sopin, de pouvoir jouer à Sopin? Déjà, c'est mythique, hein, le stade, donc ça, c'est intéressant pour le club en général. Et puis, ça permettra d'accueillir du public, de pouvoir sécuriser davantage le match. Et puis, bon, pour nous, c'est plus simple. Hein. Puis bon, je ne vous dis pas la pelouse, quand même, c'est quand même autre chose que de jouer sur du synthétique. Donc là, je pense qu'on sera chez nous et il faudra venir nous chercher. Donc je pense que Sopin, c'est bon, c'est une bonne chose, très bonne chose de jouer à Sopin. On vous invite à venir nombreux, nous encourager, nous supporter. Et les matchs sont prévus le samedi, le dimanche? Tous les dimanches à 15h, Dimanche à 15h. tout le temps. Entrée gratuite également, pour tout le monde. Aussi juste, Mais évidemment, avec le protocole sanitaire. Sylvie, ou peut-être vous aussi, messieurs, les matchs de N2 sont filmés, retransmis sur Facebook. Est-ce que c'est un objectif aussi de transmettre les matchs des filles? Pour l'instant, on n'en a pas parlé parce qu'il faut des moyens humains aussi, qu'on n'a pas forcément. Donc on va y réfléchir, mais peut-être pas tout de suite. On débute la D2 à Sopin, on a des habitudes à prendre. Hein, donc le 5 septembre, ça va être quand même notre baptême du feu. Là. Donc il faut qu'on se prépare et il faut trouver des gens aussi disponibles. C'est bon pour vous, messieurs? Oui. Parfait.